Donc ma présentation, c'est sur l'opposabilité de la marque qui protège, enfin qui incorpore une indication géographique. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Bon, moi, je suis plutôt actif sur le droit des marques, plus qu'en appellation d'origine. Donc, c'est plus dans mon champ d'activité. Et en fait, j'ai beaucoup lu sur le sujet. J'ai lu et je lis tout le temps des tas de décisions. Et alors, plus le temps passe, moins je comprends. J'avais beaucoup de certitudes et j'en ai maintenant beaucoup moins. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette présentation. Je pense que les difficultés que je rencontre tiennent à deux raisons principales. La première, c'est que ce n'est pas du tout évident de mélanger des concepts comme les appellations d'origine et les marques et de vouloir forcer un mariage d'une certaine façon. C'est peut-être pas forcément bon, c'est peut-être pas forcément sain. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est je pense que le cadre normatif n'est pas forcément idéal et qui peut-être il ne nous facilite pas la vie. Voilà. Donc c'est un peu, curieusement, l'objectif de ma présentation, c'est finalement pas tellement que vous compreniez grand-chose, c'est que peut-être vous arriviez à vous poser des questions, tout comme je me les pose. Nous allons commencer par des choses simples et on ira vers des choses plus compliquées. Et la première question, effectivement, à la base, et surtout quand on est français, c'est de dire, est-ce que c'est criminel de déposer des indications géographiques à titre de marque ? Depuis quand on fait ça, alors qu'on a un système merveilleux en Europe pour le faire? Et effectivement, dans certains pays, ce sera mal vu, chez moi, ce sera mal vu. Néanmoins, c'est une habitude dans d'autres juridictions, et notamment les juridictions du sud de l'Europe, en Espagne, au Portugal, en Italie, ça se fait beaucoup. Je ne suis pas placé pour parler de l'Allemagne, mais je crois qu'en Allemagne aussi, on a déposé pas mal sous forme collective des marques géographiques. Bon, néanmoins, c'est compliqué. Il y a quand même une antinomie de base. Hein, c'est qu'une indication géographique, ça vous donne ce que ça vous donne, l'origine géographique d'un produit. Alors qu'une marque, c'est censé vous donner une origine commerciale. D'accord ? Et de ce point de vue-là, on peut comprendre des réserves. Bon, mais néanmoins, on va travailler sur la base de choses avérées. Hein. C'est que des marques qui protègent les appellations d'origine, il y en a plein. Et la première question, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer depuis la perspective communautaire, c'est pourquoi les gens font ça? Pourquoi est-ce que des tas d'organismes déposent des marques pour protéger les appellations d'origine? Alors, des raisons, il y en a plein. Une raison, c'est parce qu'une appellation d'origine, ça vous protège un mot, ça vous protège rien d'autre, directement, de façon expresse. Ça peut être intéressant pour certains de protéger une forme qui, telle que protégée comme marque, va peut-être pouvoir être opposé plus facilement à un signe contre lequel sinon on n'aurait rien à faire. D'accord? Donc ça, c'est le premier type de motivation. On retrouve aussi des motivations du même ordre quand l'appellation d'origine, encore une fois qui ne protège qu'un mot, est associée à une forme particulière. D'accord? Donc ça, c'est le fromage tetilla, un fromage espagnol, qui a une forme particulière. Et cette forme-là a été protégée en marque tridimensionnelle. Quel est l'intérêt? C'est que quand vous avez une imitation, pas simplement du nom de l'appellation, mais de la forme caractéristique associée à l'appellation, il est pas mal et il est plus facile dans ce cas-là d'opposer un droit de marque. Voilà. Voilà un autre type de motivation. Voilà. Parfois aussi, on a recours au droit des marques parce que tout simplement, c'est facile. C'est facile. La procédure quand même de reconnaissance d'une appellation d'origine, quand on est une appellation étrangère, l'appellation cambodgienne là en l'espèce, c'est pas évident. Donc vous dites, bon, je paye un dépôt de marque, je paye une taxe, mais c'est vite fait, c'est immédiat et j'ai une protection. Bon, ça pourrait être dans l'esprit de certains une première étape, en attendant un processus beaucoup plus complexe de reconnaissance d'appellation d'origine. Voilà. Donc ça, c'est une marque collective unioniste. Parfois aussi, les organismes de gestion des appellations d'origine, ils combinent. Ils ont une protection d'appellation d'origine et puis ils aiment bien, après, chercher un peu de liberté. Et les marques, c'est la liberté parce qu'on les gère tout seul, on ne demande rien à personne. Donc là, vous avez un exemple français, enfin d'origine française. Vous avez une appellation d'origine qui est Cahors, pour du vin. Et ils ont voulu distinguer dans l'appellation différentes sous-catégories. Bon, ils l'ont fait
en s'épaulant de droits de marque en espèces collectifs sur une variante qu'ils ont appelée Cahors noir. D'accord ? Donc on combine les deux. Voilà une autre motivation qui pourrait paraître compréhensible. Une autre raison pour laquelle vous retrouvez plein de droits de marque à droite à gauche, c'est parce que parfois il n'y a pas le choix. Donc en Europe aujourd'hui, au niveau unioniste, il y a des produits qui ne peuvent pas bénéficier d'une protection à titre d'appellation d'origine, ce seront des produits manufacturés. On en a parlé. En attendant, qu'est-ce que vous faites? Vous déposez une marque. D'accord? Donc ça, ce sont pour des textiles brésiliens, et c'est une marque, pareil, protégée à Alicante. Voilà. Encore un autre motif, et puis si vous en avez d'autres, vous pourrez les rajouter, c'est, écoutez, les IG, c'est bien sympa, mais personne ne les connaît. Je veux dire, personne ne sait ce qui est protégé. Il faut aller sur 36 bases de données différentes. C'est pas facile. Quand les gens ils adoptent une marque, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout simplement sur une base de données de marque. Ils ne regardent rien d'autre. Et donc, on ne les voit pas bien, les appellations. Parce que des appellations, il y en a quelques-unes qui sont fort connues. Il y en a des milliers que personne ne connaît. Hein? Donc, visibilité, un droit de marque, c'est visible. Voilà. Après, il y a des questions aussi un peu pratiques. Un droit de marque, c'est une opposition facile à gérer, alors qu'une opposition sur une base d'appellation d'origine, c'est plus compliqué. Alors, cette remarque, elle est moins vraie aujourd'hui, parce que la réforme du droit des marques au niveau de l'Union européenne fait que, par exemple, on n'a plus besoin de démontrer qu'on est le propriétaire d'une appellation, hein, et surtout, on n'a plus besoin de démontrer son usage. Avant, il fallait démontrer l'usage. Et alors, ça vous paraît très curieux, mais beaucoup d'oppositions étaient clôturées parce que les opposants n'étaient pas fichus de prouver l'usage de leur appellation d'origine. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il y avait un paquet d'oppositions qui étaient fermées pour ça, parce qu'on n'était pas fichu de montrer des preuves d'usage. Bon, maintenant, c'est plus nécessaire. Donc, effectivement, on adoucit un peu la difficulté. Il y a aussi une autre remarque qui n'est pas forcément idiote sur l'approche marque, c'est de dire, OK, si j'ai une appellation d'origine, je suis protégé, c'est très bien, mais la protection qu'on m'offre, elle est ridicule. Je veux dire, elle n'est pas ridicule quand on est très connu, quand on s'appelle Champagne, etc. Mais quand vous êtes une appellation relativement confidentielle, regardez ce que fait l'OHMI, enfin le UIPO en matière de produits comparables, ça ne va pas loin du tout. Mais pas loin du tout. En revanche, si vous avez un droit de marque, vous allez vous défendre sur la base d'un concept de similitude qui est beaucoup plus large, beaucoup plus accueillant. Alors, je ne vais pas dire si c'est juste ou pas juste, on protège mieux une marque qu'une appellation, ce n'est pas le problème, mais enfin, voilà un exemple clair de ce qui pourrait éventuellement motiver les gens d'aller chercher refuge côté marque. Et les domain name disputes, on en a parlé ce matin avec Nathalie Dreyfus, effectivement, aujourd'hui, les IG n'ont pas accès aux procédures type UDRP, alors que si ces mêmes IG étaient des droits de marque, elles auraient accès. Bon. Alors, voilà un peu le panorama de pourquoi on retrouve des tas d'IG protégés à titre de marque. Et je vous l'ai dit, ça dépend vraiment des cultures en Europe, et c'est vraiment le cas dans des pays du Sud. Alors après, c'est bien. On nous appelle, on nous dit « Ok, monsieur Fontaine, vous allez protéger notre appellation à titre de marque. » Bon, très bien. Déposez demain. C'est pas ça. La marque unioniste, en réalité, c'est 3 types de marques différentes. Il va d'abord falloir faire un choix. Alors ça, c'est quand même curieux. La plupart des gens ne le savent pas. Les gens, ils n'ont pas bien conscience que le système de la marque unioniste, c'est 2 types de marques aujourd'hui. Et à partir de fin 2017, ce sera 3 types de marques. Alors, vous les avez là. Vous avez la marque individuelle, qui est la marque de tous les jours, qui représente 99% des marques. Vous aurez la marque de certification, on l'a rappelé ce matin, et puis on a la marque collective. Alors, voilà comment on peut approcher la situation. La marque individuelle, c'est le mauvais choix. C'est le mauvais choix. Il ne faut pas protéger une appellation d'origine comme marque individuelle, c'est évident, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. La marque de certification, c'était peut-être une bonne idée, mais n'empêche que ça ne le fera pas, comme on dit en mauvais français. Ce ne sera pas une bonne idée parce que finalement, la marque de certification n'est pas ouverte expressément à des termes qui seraient descriptifs de l'origine géographique d'un produit. Donc il nous reste quoi? Il nous reste la marque collective. Et Gaël Evans l'a rappelé, la marque collective, il y a des exceptions qui pourraient éventuellement nous faire penser que c'est là qu'il faut protéger une appellation d'origine.
Néanmoins, je mets un point d'interrogation, et là on sera au cœur du problème, c'est que ce n'est pas forcément non plus évident que ce soit quelque chose d'absolument idéal. Alors, pourquoi une marque individuelle, ce n'est pas la bonne solution? Tout simplement parce qu'une marque individuelle, le signe, le nom géographique dans la marque individuelle, il va être descriptif. Alors là, vous avez des marques qui sont passées au travers du filet des examinateurs de l'OHMI. C'est le gouvernement d'Éthiopie qui a voulu protéger des appellations, enfin des noms géographiques de café, qui l'a fait en déposant des marques, et en croyant bien faire, certainement, ils ont déposé des marques individuelles, verbales, qui ont été acceptées parce que probablement l'examinateur n'a pas remarqué que c'était effectivement des signes purement descriptifs. Et elles sont là, elles sont enregistrées. Malheureusement, elles ne valent rien, d'accord? Elles auraient dû être collectives. Bon, après, vous avez des marques individuelles comme Café Colombia, là. Alors, c'est quand même bien dommage de déposer une marque comme ça en marque individuelle à plusieurs égards, mais enfin, donc dans ce cas-là, on peut considérer que Café de Colombia, c'est descriptif et que dans la marque individuelle, seul le logo de Juan Valdez serait protégé. D'accord? Alors, comment ça se passe dans la pratique de l'OHMI, ce genre de situation? Quand on regarde les marques enregistrées à Alicante, il y en a beaucoup donc, qui protègent les appellations d'origine, hein, des Ribera del Duero par exemple, et qui sont des marques individuelles. C'est bien dommage, mais il y en a un paquet. Et alors ces marques-là, de temps en temps, elles sont opposées à une marque postérieure. Alors là, je suis désolé, vous ne devez pas bien voir, mais en dessous de la marque principale, il est marqué Duero Valley, d'accord? Donc la vallée du Douro. Donc le Ribera del Duero, ça ne lui plaît pas, il s'oppose. Bon, très bien. Ils ont une marque figurative dont on pourrait estimer éventuellement qu'elle est valable parce qu'elle contient des éléments figuratifs qui sont peut-être distinctifs. Alors moi, mon sentiment, ce serait de dire, écoutez messieurs, votre opposition n'a aucune chance de passer parce que dans votre marque, Ribera del Duero, c'est purement descriptif. Ce n'est pas donc opposable, absolument pas. Et c'est néanmoins pas la pratique de l'OHMI. Et alors en fait, j'ai deux reproches à faire sur la pratique de l'OHMI dans un cas comme ça, il y en a beaucoup. Premier reproche, vous lisez la décision, il n'est pas du tout indiqué à aucun endroit si la marque, là, elle est individuelle ou collective ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas forcément le réflexe de vérifier la nature de la marque antérieure, alors que pourtant c'est fondamental. Donc moi, je lis des décisions comme ça, et après je suis obligé d'aller vérifier quelle était la nature de la marque antérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant c'est fondamental, ce n'est pas la même chose d'avoir protégé Ribera del Duero en marque individuelle ou en marque collective. Bon. Et la deuxième chose qui me surprend quand je lis ce genre de décision, c'est que l'examinateur il fait une évaluation assez détaillée de comment le public va percevoir la marque et quels vont être les éléments distinctifs, dominants, etc. Ça, c'est une approche normale, classique. Alors, l'examinateur vous dit, oui, alors le public espagnol, Ribera del Duero, il connaît, bon, ça me pose un peu problème, mais c'est bon, je peux aller en Finlande. Et en Finlande, la ménagère de 50 ans, elle ne sait pas ce que c'est que Ribera del Duero, et pour elle, ça va donc être distinctif. D'accord? Moi, ça me choque un petit peu, parce qu'en droit unioniste, Ribera del Duero, c'est une appellation protégée. Hein? Et on ne peut pas aller s'amuser à regarder comment les gens vont les percevoir dans des pays à droite à gauche. Je pense qu'en droit, c'est un terme qui, au sein d'une marque, en tout cas individuelle, est purement descriptif. Voilà. Donc c'est la pratique de l'Office néanmoins, donc c'est peut-être moi qui ai tort, mais en tout cas, j'exprime mon désarroi. Voilà. Et puis un autre problème absolument fondamental vis-à-vis du principe de la marque individuelle, c'est que de toute façon, elle ne sera jamais exploitée comme marque individuelle. Il y a un problème fondamental. Alors voilà un exemple qui est très très bon. Et ça maintenant c'est bien parce que c'est dans la pratique de l'OHMI, ils font attention à ça. Vous avez des producteurs d'un vin espagnol qui s'appelle Yecla, ils ont cette marque-là qui est un Y, et ils attaquent une marque communautaire Y du château Yquem, d'accord ? Château Yquem leur dit, messieurs, votre marque elle a plus de 5 ans, vous allez me prouver son usage sérieux. Et les producteurs de Yecla arrivent avec un dossier fabuleux, des milliers de preuves d'usage, c'est formidable. Et l'Office leur dit, vous êtes bien gentils, mais vous avez exploité énormément, mais pas à titre de marque individuelle. Vous exploitez ce signe-là comme il appelle à son origine. C'est un usage de nature collective.
Ce n'est pas un usage individuel. Votre marque, elle ne sert pas à vous donner l'origine commerciale d'une entreprise, okay, du produit vis-à-vis d'une entreprise. Ce n'est pas bon comme usage. Ce n'est pas un usage individuel. Donc ça, c'est l'argument qui tue. Ça, c'est l'argument imparable. Toute marque qui veut protéger une appellation d'origine qui sera enregistrée à titre individuel est vouée à l'échec à cause de ça. D'accord? Donc ça, je dirais que c'est relativement clair. Alors après, il y avait une bonne idée qui était de dire, bon, on va introduire dans le système unioniste une marque de certification, est-ce qu'on l'ouvre aux appellations d'origine? Et effectivement, quand la Commission européenne a présenté son premier projet, il y a 2-3 ans, ils avaient prévu d'introduire les termes géographiques. Et franchement, quand on y réfléchit, ce n'était pas une mauvaise idée. Si on estime qu'une appellation d'origine peut aussi être protégée à titre de marque, est-ce que la certification n'est pas la route la plus appropriée? Bon, si on ouvre la voie. Hein. Et voilà un exemple de marque de certification d'origine britannique. Il est marqué dans leur logo, d'ailleurs, Certification Mark. Alors, ils n'ont pas eu accès à la marque de certification, elle n'existe pas, ils l'ont déposée comme marque collective. Mais voilà, le système de certification ne sera pas ouvert aux termes purement descriptifs de l'origine géographique. Après, charge à vous ou pas, producteur, éventuellement, de vous, néanmoins, d'enregistrer des marques en vous fondant sur des éléments additionnels qui seraient distinctifs, etc., et en choisissant cette route. Mais disons que, voilà, la voie royale a été fermée, ça c'est clair. Bien. Alors là, on arrive au point le plus épineux, effectivement, donc marque individuelle, certainement pas, marque de certification, on n'a pas tellement voulu de nous. On va donc aller vers la marque collective. Alors la marque collective, je crois qu'il est important de bien tenir compte de sa définition. On vous dit la marque collective. Alors, j'ai reproduit la mauvaise définition d'ailleurs de l'ancien règlement. Maintenant, on appelle ça une marque de l'Union européenne, vous le savez, non plus une marque communautaire. On dit qu'elle distingue les produits et services des membres d'une association qui est propriétaire de la marque. D'accord? C'est ça, une marque collective. Elle ne distingue pas les produits et services d'une entreprise ou d'un particulier. Elle distingue les produits et services des membres d'une association qui est propriétaire. Bon, très bien. Et peuvent être déposées des marques unionistes collectives à des associations de producteurs, par exemple, donc des producteurs de produits qui bénéficient de l'appellation d'origine. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que cette définition, en fait, elle n'est pas complète. Parce qu'on vous dit, ça distingue les produits-services des producteurs d'une association, ok, mais on vous dit aussi que la marque collective peut être aussi enregistrée par des entités juridiques de nature publique. Mais alors, dans ce cas-là, on ne vous dit pas ce que c'est que la marque collective. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bancal comme définition. Quand la marque collective, elle est propriété d'une société de droit public, hein, comme l'Union européenne, par exemple, qui en a déposé un paquet, on ne vous dit pas à quoi ça sert. C'est bancal. Bon. Et malheureusement, la réforme, personne ne s'en est occupé de regarder ce point-là. Voilà. Alors ensuite, on vous dit, l'article 66.2, et ça, Gaël avait déjà rappelé, qu'effectivement, et là c'est une exception, on peut enregistrer à titre de marque collective des signes qui, en principe, seraient considérés comme descriptifs de l'origine géographique du produit, donc qui tomberaient sous le coup du 7.1c. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est fondamental. Tu peux déposer, je vais provoquer Charles Gomer, mais tu peux déposer champagne en tant que marque collective verbale pour du champagne, paf, formidable. D'accord ? Donc forcément, on peut imaginer qu'il faut s'engouffrer dans cette possibilité. Alors évidemment, on pourrait dire, mais c'est abusif, ils vont monopoliser un terme descriptif, etc. Il y a quand même une clause de sauvegarde en fin d'article qu'on ne peut pas interdire à un tiers qui aurait un intérêt évidemment légitime, une légitimité à utiliser le nom géographique, à continuer à le faire. D'accord ? Donc ça, c'est le cadre normatif de base. Et voilà des exemples de marques qui aujourd'hui sont protégées sous forme collective à l'OHMI. Tout ça, c'est des IG que vous connaissez ou pas d'ailleurs, mais enfin, certaines sont très importantes. Et d'autres le sont sous forme purement verbale, hein, puisque c'est permis, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord ? Bien. Avoir une marque collective, en plus, c'est sympa, c'est très très facile. La seule chose que vous devez faire, c'est payer un petit peu plus cher et déposer un règlement d'usage. Mais bon, quand vous avez déjà un règlement pour votre appellation d'origine, vous faites un copier-coller et puis vous donnez ça.
Et en plus, à Alicante, ils ne regardent même pas ce que vous mettez dans le règlement d'usage, d'accord? Donc c'est facile, ok? Et tout ce qui n'est pas expliqué dans le titre relatif aux marques collectives, c'est donc les règles générales des marques individuelles qui s'appliquent. Voilà. Alors, je dirais que le décor est planté et maintenant on rentre vraiment dans ce qui pour moi me pose problème. C'est super, j'ai une marque collective, j'ai protégé mon appellation d'origine avec, et la question fondamentale c'est qu'est-ce que j'en fais, à quoi ça sert? D'accord? Ça ne sert à rien de se contenter d'avoir un beau certificat qu'on imprime soi-même d'ailleurs maintenant, c'est même plus l'OHMI qui l'imprime. Alors, voilà, je vais vous montrer deux exemples contrastés de jurisprudence des chambres de recours pour vous montrer un peu la difficulté de l'approche du sujet. Là, vous avez une décision de la 4e chambre de l'année dernière où la marque collective Aceites de Jaén, qui veut dire huile de Jaén, qui est une zone très connue pour la production d'huile d'olive, s'oppose à une Picual Jaén Interoreo. Alors, Picual, c'est un type d'olive et il y a le mot Jaén dedans. Et alors, les gars disent j'ai une marque collective et en plus elle a le droit d'être descriptive et donc elle est forte et donc je peux l'opposer, Jaén, Jaén, etc. Et la chambre de recours dit non. Certes, vous avez pu avoir votre marque et vous l'avez eue légalement, mais en fait, elle ne vaut rien. L'exception de l'article 66.2 qui vous permet de protéger des signes descriptifs, elle ne vaut que pour ça, que pour vous permettre d'enregistrer votre marque. Mais elle ne veut pas dire que vous allez pouvoir l'opposer. Alors, c'est quand même un peu fort. Je vais vous lire un extrait de la décision. Ça, c'est un autre extrait, mais je vais vous lire un que, donc, en anglais. The expression Aceites de Jaén lacks distinctive character in relation to edible oils, bon, and therefore its intrinsic ability to identify said goods on the market and to differentiate them from those of competitors is practically zero. C'est marqué. Hein. To conclude, it is confirmed that opposing community collective mark Aceites de Jaén was allowed to be registered solely under the exception of Article 66.2 CTMR. Alors, c'est clair, hein, vous avez dépensé vos sous pour protéger une marque collective sur votre appellation d'origine, mais en même temps, la Chambre de recours vous dit de toute façon, elle vaut zéro, votre marque. Zéro, c'est dans la décision, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est dans la décision, on vous dit, ça vaut zéro. Donc, ça ne sert à rien. D'accord? Dans ce cas-là, moi, je dirais rembourser. Il ne faut pas exagérer. Mais bon. Alors, ça, c'est une première approche. Et puis après, il y a une autre approche, une autre chambre de recours, une décision un peu plus ancienne. Alors là, c'était Turrón de Gijona, donc qui est un nougat d'appellation d'origine bien protégée, hein, qui vient de près d'Alicante, qui est une marque collective, marque verbale, qu'on oppose à Señorío de Gijona. D'accord? Et là, la chambre de recours, elle a été, je ne sais pas comment dire, plus sympa, mais elle a dit, bah, écoutez, il faut être cohérent. Si on vous fait enregistrer un terme descriptif et on vous dit que c'est une marque valable, il faut quand même pouvoir en faire quelque chose. D'accord? Alors il y a marqué Thus, the level of distinctive character of the alleged trademark has to be normal. D'accord? On est passé de 0 à normal. OK? Deux chambres de recours différentes. Bien. Et en l'espèce, d'ailleurs, l'action va être considérée comme bien fondée. D'accord? Donc la marque Señorío de Gijona va être rejetée donc, sur la base de la marque collective, qui a donc pu être opposée comme n'importe quelle bonne marque. Bien. Alors, il y a quand même un truc bizarre dans cette décision, et je fais une petite digression. Est-ce que j'ai le temps de... Oui. Les gars qui ont déposé Señorío de Gijona, ils ont dit, oui, mais attendez, notre libellé, c'est bon, c'est du Turrón ce qu'on fait. On est, nous, des producteurs de Turrón de Gijona. On a le droit de reprendre dans une marque l'appellation, on met autre chose avec, c'est Señorío de Gijona. Et la Chambre dit, bah non, c'est pas parce que vous êtes vous-même, vous faites partie de l'association des producteurs de Turrón de Gijona, c'est pas pour ça que vous pouvez dans vos marques reprendre l'appellation. Alors, c'est un peu curieux cette affirmation de la Chambre, parce qu'en réalité, c'est pas du tout la pratique de l'OHMI. La pratique de l'OHMI en matière de reprise d'appellation d'origine au sein d'une autre marque, c'est que si moi, demain, je dépose Fontaine Champagne, mais que mon libellé, ma marque, c'est vraiment pour du champagne, l'OHMI va me laisser faire, parce que le UIPO va me laisser faire, parce qu'il y a le nom Fontaine dedans qui va être considéré comme, lui,
apte à distinguer, etc. Et ça, c'est la pratique de l'office. D'accord ? Donc la Chambre de recours, disons, n'avait pas l'air de partager cette approche-là. Voilà. Donc, bon, je zappe ça. Alors voilà, donc on a des positions de chambre de recours qui ne nous aident pas, d'accord ? 0 caractère distinctif ou un caractère distinctif normal. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher un arbitre. Et l'arbitre, c'est évidemment les juges du Luxembourg. Okay ? On a quelques décisions du tribunal qui vont pouvoir essayer de nous guider sur, effectivement, est-ce que le marque collectif, ça sert à quelque chose ou pas du tout. La première décision, c'est la décision Helim. Donc ça, c'est un conflit relativement récurrent qui est lié à la désignation d'un fromage chypriote qui, en fonction que tu le dis, alors je ne suis pas du tout connaisseur de la chose, donc je dis peut-être une bêtise, mais je crois que dans une version, c'est du grec et dans l'autre, c'est du turc, mais en fait, ça désigne le même fromage, d'accord ? Et que halloumi a été protégé à titre de marque communautaire collective et a été opposé à Helim. Et là, le tribunal va nous donner une première indication. Je vais peut-être lire, mais en fait, le tribunal dit, en gros, c'est pas parce que tu as pu bénéficier de l'exemption de l'article 66.2 qu'on va automatiquement considérer que ton caractère distinctif est normal. Et là, le tribunal dit, The Board of Appeal acted correctly in finding that the distinctive character of the other mark had to be regarded as being weak. Troisième qualificatif. Nous avions 0, nous avions normal, et maintenant on a un caractère distinctif qui est weak. D'accord ? Il n'est pas nul, mais il est weak. Il va peut-être pouvoir grandir le caractère distinctif avec de la notoriété, éventuellement. D'accord ? Donc ça, c'est la première indication que nous donne le tribunal. Plus récemment, dans l'affaire Darjeeling, le tribunal nous a donné une autre indication. Alors, il y a eu un arrêt émis en octobre, je crois, 2015, qui est extrêmement intéressant. C'est un arrêt un peu long. Et alors, on dirait une série américaine, parce qu'il y a un suspense incroyable dans la décision. Vous lisez, vous lisez, vous lisez, et puis ils perdent, tous leurs arguments sont rejetés, les arguments du thé. Puis à la toute fin, dernier épisode, au moment où on allait raccrocher, ils disent « Allez, c'est bon, on vous laisse gagner, on annule la décision de la Chambre de recours. » Mais il y aura une saison 2, parce que ça va repartir devant les chambres de recours, ça remontera devant le tribunal, et donc on n'a pas fini d'entendre parler. D'accord ? Quel est le problème dans cette saga, dans cette série américaine ? C'est qu'on a des producteurs de thé qui sont très jaloux, le Darjeeling, de la protection de leur nom, qui ont une marque collective Darjeeling, et ils ne sont pas contents parce qu'il y a une société française qui a une marque de sous-vêtements Darjeeling qui est très sexy, très jolie, et voilà, ils trouvent que ça pose problème. Alors évidemment, en droit des marques, on a un premier problème qui serait celui de la spécialité, d'accord ? Il n'est pas évident de défendre que le thé et les sous-vêtements sont très similaires. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, ils sont allés se battre sur l'article 8.5, c'est-à-dire la protection accrue otorgée à des marques qui, du fait de leur renommée, pourraient bénéficier d'un champ de protection plus élevé, d'accord ? Et c'est très intéressant, et c'est là que je vous parle d'une série avec du suspense, parce qu'il y a eu plusieurs arguments qui ont tous été rejetés. Alors le tribunal dit, bon, bah, écoutez, même si vous êtes super connu, il n'y aura pas de dilution du caractère distinctif. Bon. Même si vous êtes super connu, il n'y aura pas de tarnishing, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dénigrement, d'association, de jeu négatif dans l'esprit du consommateur du fait d'associer vos produits à ces produits-là. Enfin bon. Et à la toute fin, le tribunal dit, bon, peut-être il y aura du parasitisme, peut-être il y aura un profit indu. Mais alors, il faudra que vous soyez très costaud sur la renommée de votre marque collective Darjeeling, et on se reparlera. Et l'affaire a été renvoyée à une chambre, et d'ailleurs, très curieusement, avec des instructions super précises à la chambre de recours, ce qui n'est pas forcément habituel. Là, le tribunal a dit, voilà, messieurs de la chambre, vous allez faire ça, ça, ça et ça. Bon. Et quel est l'enseignement pour nous de cette deuxième décision ? C'est que le tribunal dit, quand une marque collective est constituée d'un terme qui est descriptif de l'origine géographique, le concept de risque de confusion reste le même que le concept classique de risque de confusion. On reste sur le problème de l'origine commerciale. D'accord ? En gros, ne venez pas me dire que le risque de confusion, c'est le risque de croire qu'ils ont la même origine géographique. C'était l'argument des producteurs de thé.
Non, 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 non. Relisez votre définition de ce que c'est qu'une marque collective, ça reste une origine commerciale. Ça distingue le fait que les produits Darjeeling viennent d'un groupe de consommateurs X, Y, Z, d'un groupe de producteurs, pardon, X, Y, Z. Donc ne touchez pas au principe, à la définition de base du concept, on va dire, du risque de confusion. D'accord? Mais enfin bon, de toute façon, c'est pas fini, et de toute façon, finalement, sur le principe, la marque Darjeeling peut être opposée. C'est difficile parce que c'est contre des sous-vêtements, mais sur le principe, le tribunal n'est pas contre. Voilà, donc ça c'est un extrait de la décision. Voilà, alors pour finir, je voudrais faire quelques commentaires et regrets sur cette problématique. Alors, mon premier regret, c'est que on vient de célébrer la mise en œuvre d'une réforme législative profonde du droit des marques en Europe et que personne ne s'est préoccupé de la marque collective. D'accord ? Or, sa définition est bancale et franchement, moi je suis perplexe. Je ne sais pas. Si on me demande comment je vais opposer ma marque collective, je ne sais pas bien en définir les contours. Alors, on a effectivement quelques indications du tribunal, mais soyons cohérents. Si on permet à des signes descriptifs d'être enregistrés, c'est bien pour faire quelque chose avec. Et comment on fait ce quelque chose? Moi, je trouve que ce n'est pas clair. Bon. Ça, c'est mon premier regret. Ensuite, une remarque, ce serait de dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, ne mélangeons pas les concepts. Ne mélangeons pas les concepts. Une marque, ce n'est pas une appellation d'origine et vice-versa. D'accord ? On peut comprendre, et on l'a vu au début, que dans certains cas, un droit de marque pourrait être utile, mais dans ce cas-là, ce sera toujours comme un élément complémentaire. D'accord ? Mais je ne pense pas qu'on puisse considérer la marque, et même la marque collective, comme un outil de remplacement d'une indication géographique. Un autre commentaire, c'est que je trouve que les affirmations, on va dire, de chambre de recours ou du tribunal sur le fait que la fonction essentielle d'une marque collective, quoi qu'il arrive, c'est de donner l'origine commerciale d'un produit, y compris pour des signes qui sont des indications géographiques, je crois que c'est fictif. Je veux dire, quand le public va voir Darjeeling, il ne peut pas penser que c'est une marque. Il pense que c'est une appellation d'origine, il pense que c'est une indication géographique. Il y a quelque chose de relativement fictif dans cette volonté d'analyser un risque de confusion sur l'origine commerciale. Ou alors, dans ce cas-là, il faut clarifier la situation et on arrête tout et on n'enregistre plus de marque collective pour des appellations d'origine. Et enfin, ma dernière remarque, c'est une bonne nouvelle pour nos amis de Halloumi, parce qu'ils sont en train de protéger leurs termes, donc leur appellation, en bonne et due forme auprès de la Commission européenne. Donc Halloumi devrait, in fine, pouvoir être protégé dans les deux langues, d'ailleurs, je crois en turc et en grec. Et donc, ils pourront attaquer les méchants, et notamment des méchants canadiens qui produisent ce fromage Halloum. Et sur ce, j'ai fini.